Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos développés qui nous permettent finalement de constater que nous allons, avec le souci partagé de conserver une fonction publique de qualité. C'est notre vœu le plus cher. Je suis d'autant plus satisfaite de vos développements que c'est vrai que nous avons eu à déplorer le manque de réponses aux seules 26 questions que j'avais posées. Et j'ai trouvé un peu regrettable que 54% de réponses ont été reçues dans les délais et 77% à ce jour. 26 questions, ce n'est pas beaucoup. Nous avions volontairement réduit la voilure, mais je pense que c'était important. Et j'ai une deuxième observation, parce qu'il nous faut toujours construire, c'est que je pense que cette mission saucissonnée telle qu'elle est actuellement n'est pas satisfaisante et que je proposerai que la Commission puisse se saisir de l'ensemble du crédit de la mission fonction publique, puisque nous avons 248 millions, je crois, ou 282 millions pour le 148 à discuter, et qu'il s'agit de 567 millions d'euros. Je crois que pour la lisibilité de l'ensemble de ce travail que je dois mener avec mes collègues, ça serait chose utile. Voilà. Je le dis d'autant plus que nous avions beaucoup travaillé sur l'INSP, comme l'a rappelé notre président Sacha Houlié, et sur les cabinets de conseil, et que lorsque nous avons posé les questions sur l'INSP et Diez, sur lesquelles nous avions beaucoup investigué, nous a été répondu eh bien que ça ne nous concernait pas et que ça n'était pas dans notre programme. J'ai trouvé la réponse un peu sèche. Je me permets de le dire ici. Nous sommes dans un souci d'éclairage mutuel. Alors, le programme Fonction publique constitue l'un des 5 programmes de la mission Transformation et Fonction publique. Il porte donc sur les crédits de formation des fonctionnaires, d'action sociale interministérielle et d'appui et d'innovation en matière de ressources humaines. Alors j'ai choisi cette année de consacrer une partie de mon rapport à un sujet important et d'actualité. Vous avez relevé, Monsieur le Ministre, celui de l'attractivité de la fonction publique, après avoir choisi l'année précédente la question des cabinets de conseil. Avant d'aborder cette question, je souhaiterais commencer donc par l'examen des crédits de programme pour éclairer mes collègues. Pour l'année 2023, donc, les montants proposés pour le programme fonction publique s'établissent à 283 millions d'euros en crédits de paiement. En apparence, les crédits diminuent du fait du transfert vers un autre programme de la tutelle budgétaire de l'Institut, un autre programme qui correspond à celui de la tutelle budgétaire de l'Institut national de services publics qui a remplacé, comme nous l'avons dit, l'École nationale d'administration. À périmètre constant, les crédits sont en augmentation donc d'une vingtaine de millions d'euros. Je ne peux cependant que constater la faible ambition de ce projet de budget qui reconduit pour l'essentiel les lignes budgétaires ouvertes les années précédentes. Alors, j'évoquerai brièvement les 4 plus importantes évolutions. La première, c'est la hausse la plus significative qui concerne les crédits associés à la rénovation des restaurants interadministratifs, qui augmente de 13 millions d'euros. Cette hausse était prévisible et elle s'explique par le fait que ces crédits avaient été sous-exécutés les années précédentes. La deuxième évolution, c'est la subvention pour charges de services publics versée aux 5 instituts régionaux d'administration qui augmente également à hauteur de 5 millions d'euros, notamment pour permettre le renforcement des effectifs d'encadrement. Et là encore, Monsieur le Président, je vous rejoins. Nos missions ont une utilité puisque c'était aussi ce que nous avions proposé l'année dernière par voie d'amendement, un renforcement du personnel permanent des IRA. C'est vrai que c'est la colonne vertébrale, comme vous en avez parlé, Monsieur le Ministre. Et ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui marche très bien que l'on doit s'en désintéresser et aller regarder ailleurs. Concentrons-nous sur ces exemples tout à fait intéressants. À l'époque, je n'avais pas été suivie par la majorité, j'avais donc raison trop tôt. J'espère que cela vous conduira à être plus bienveillant concernant mes propositions à venir. Je m'inquiète tout de même du caractère limité de ces renforts. Les effectifs des personnels permanents augmenteraient de 2 agents par IRA, soit plus 10% en moyenne, alors que le nombre d'étudiants augmente de 17% d'ici 2025. Nous devons nous réjouir de l'attractivité que constituent les IRA, de l'excellence des directions en poste et de la nécessité pour nous de les soutenir dans leur action. J'avais formulé d'ailleurs 2 propositions portant sur l'organisation des concours et la scolarité dans les IRA. La première pour revenir à une seule promotion par an
au lieu de 2 actuellement. C'est une demande des directions des IRA. Et la seconde, pour rallonger la scolarité, réintroduire un stage préalable au stage final et revoir les épreuves de sortie. Ces recommandations sont toujours d'actualité et je ne désespère pas que l'année prochaine, nous actions de ces avancées. Troisième orientation, les crédits consacrés à la réservation des berceaux de crèche progressent également, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, de 5 millions d'euros environ, mais c'est principalement pour faire face à l'inflation du coût des places. Nous avions en 2022 4 700 berceaux. Je pense que nous approchons, et je vous remercie de bien vouloir nous le confirmer, les 5 000 places en 2024. Là encore, cette augmentation fait écho à une proposition formulée l'année dernière que j'avais défendue par amendement sans succès. Et là encore, la hausse que vous proposez est bienvenue, mais aurait pu être, me semble-t-il, plus importante et dépasser les 5 000 places, comme je le suggérais à l'automne dernier. Accompagner les familles qui entrent dans la fonction publique, ça me paraît essentiel par cette voie choisie des berceaux. Quatrièmement, enfin, et en sens inverse, les crédits consacrés aux chèques vacances diminuent du fait du recentrage sur les seuls agents de l'État en activité, ce qui exclut donc les retraités. Cela conduirait à une baisse de 20 000 bénéficiaires et à une économie de 6 millions d'euros. Je considère pour ma part que cette prestation constitue une aide non négligeable pour les retraités qui ont consacré leur vie professionnelle au secteur public, qui touchent une pension modeste pour la plupart et dont le pouvoir d'achat est actuellement menacé par l'inflation. Il ne me paraît pas pertinent d'avoir opéré ce recentrage. Voici donc les principaux aspects du projet de budget 2024. Ces considérations ne sont pas sans lien avec le thème que j'ai choisi d'étudier cette année, l'attractivité de la fonction publique. Alors, on a coutume de dire que la fonction publique et son attrait est directement lié à la situation économique. Je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de cette variable d'ajustement, mais au contraire réfléchir dès à présent et avec force à cette question de l'attractivité, parce que la fonction publique, c'est une modalité de fonctionnement substantielle qui garantit la continuité et la qualité du service public. Cette question, elle a pris une nouvelle ampleur au cours des dernières années face aux difficultés rencontrées par certains employeurs publics en matière de recrutement, dans un contexte de tension sur le marché du travail, de raréfaction de certaines compétences et de départ à la retraite massif. De nombreux signaux témoignent d'une dégradation tendancielle dans les 3 versants de la fonction publique. Dans la fonction publique d'État, par exemple, la sélectivité des recrutements aux concours externes est passée de 17 candidats pour un admis en 1997 à 5,8 en 2020. En 2021, environ 8% des postes de fonctionnaires ouverts n'ont pas été pourvus. Il faut bien sûr apporter des nuances. Certains postes présentent des difficultés de recrutement spécifiques selon qu'ils appartiennent à certains métiers. Je pense par exemple au métier d'enseignant ou à la filière numérique, ou qu'ils soient situés dans certains territoires alors que pour d'autres, le problème se pose moins. Mais au-delà de ces différences, de nombreuses problématiques sont communes. Pour les administrations publiques, l'enjeu est double. Il s'agit non seulement de pouvoir continuer à recruter des agents en nombre suffisant, mais également d'être en capacité de capter certaines compétences spécifiques, particulièrement recherchées. Il en va de la continuité et de la qualité du service public. Alors, les auditions que j'ai conduites, les travaux que j'ai consultés convergent autour de plusieurs constats. Ainsi, les métiers de la fonction publique présentent d'importants atouts. Ils sont porteurs de sens, mais ils restent paradoxalement mal connus du grand public et souffrent d'une image perfectible, disons un peu désuète. Par ailleurs, certains aspects des processus de recrutement pourraient être améliorés. Enfin et surtout, l'évolution des rémunérations est en décalage par rapport au secteur privé et les conditions de travail se tendent. Face à ces constats, je formule 9 propositions autour de 3 axes principaux qui rejoignent d'ailleurs vos recommandations et vos orientations politiques, Monsieur le Ministre. Le premier axe, c'est d'agir sur les rémunérations et les conditions de travail. Mon groupe demande une augmentation de 5% de la rémunération des salariés et des fonctionnaires. Je propose de rendre donc ces rémunérations plus attractives par cette nouvelle augmentation du point d'indice
et de réformer aussi les modalités de calcul de l'indemnité de résidence qui a maintes fois été repoussée et qui n'a plus grand sens actuellement. Il me paraît également important de promouvoir les initiatives managériales accordant une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail, comme la semaine de 4 jours par exemple. De telles expérimentations peuvent conduire à mieux prendre en compte la réalité de la vie de chacun et à rechercher un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le deuxième axe est de rapprocher la fonction publique des candidats potentiels. Pour cela, je propose de poursuivre le développement de la marque employeur « Choisir le service public » pour mieux faire connaître les métiers de la fonction publique et de mettre en œuvre des campagnes de communication ciblées sur les métiers en tension. La marque employeur peut être le support d'une communication efficace à certaines conditions, mais je rappelle qu'elle ne constitue évidemment pas une réponse suffisante aux difficultés de fond auxquelles font actuellement face les agents publics. Par ailleurs, les offres d'emploi publiées gagneraient à être rédigées d'une manière plus accessible, tandis que le format de certains concours pourrait être simplifié pour favoriser le recrutement de certains profils particuliers, et notamment les apprentis, comme vous avez bien voulu le développer, Monsieur le ministre. Il me paraît également important de mieux valoriser la fonction publique auprès des jeunes générations. Le troisième axe, c'est de favoriser le déroulement de carrière au sein d'un même territoire. Plusieurs acteurs auditionnés ont relevé l'intérêt de pouvoir réaliser une carrière dans la fonction publique au sein d'un même bassin de vie. Pour cela, il faut favoriser la mobilité interemployeur dans un même territoire, de manière à proposer aux agents des perspectives de carrière plus riches, sans impliquer nécessairement de mobilité géographique. Sur ce point, la coordination entre les acteurs au niveau local pourrait être renforcée. Alors, Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur ces différentes propositions ? Quelles mesures concrètes envisagez-vous de mettre en œuvre pour renforcer l'attractivité de la fonction publique ? Vous l'avez développé au regard de ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire par rapport au soutien que nous pourrions vous apporter dans les actions que vous conduiriez à ce sujet ? Je souhaite conclure mon intervention en rappelant que mon groupe souhaite toujours l'inscription de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je pense que l'externalisation des missions de conseil ne constitue pas nécessairement le bon choix de gestion, bien au contraire. Et les efforts que vous avez faits avec une diminution de 30% sont à saluer. Mais la systématisation tend à dégrader la qualité du service public et le ressenti des agents publics. Depuis, il y a un nouveau rapport de la Cour des comptes, cette fois, qui est venu appuyer ces constats. Le recours au cabinet de conseil doit être donc mieux encadré, rendu plus transparent, et la proposition de loi doit donc être discutée, si ce n'est cette année, du moins l'année prochaine. Je considère également qu'il faut nous interroger sur certaines règles de gestion budgétaire, et je tiens à vous alerter sur ce point, Monsieur le ministre, notamment sur le principe de fongibilité asymétrique, qui pousse les personnes publiques à externaliser pour réaliser certaines missions plutôt qu'à recruter pour les conduire en interne. Je m'explique. En fait, j'ai eu cet exemple s'agissant de la Nuit du droit et d'une université qui s'était engagée dans ce sujet, qui avait des crédits pour réaliser la Nuit du droit, mais qui n'a pas pu recruter, comme elle le souhaitait, un agent pour la durée de 6 mois qu'elle envisageait, parce que ce ne lui était pas possible d'augmenter sa masse salariale. Et le seul moyen pour elle d'utiliser le crédit qui lui était alloué pour cette action était d'avoir recours à un cabinet de conseil. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur ce point, Monsieur le ministre, et faire en sorte que lorsque une institution a des crédits, elle peut majorer sa masse salariale, le cas échéant, sans avoir obligatoirement l'obligation qui lui est faite de recourir au cabinet de conseil. Je suis sûre que vous serez sensible à cela. Je pense que c'est un élément qui doit nous préoccuper, parce que je trouve que c'est un vrai sujet par rapport à la fonction publique que nous devons défendre. Je vous remercie. Merci.